Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour ce 17e épisode de Parlons Constitution. On continue à parler de la garantie des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Et aujourd'hui, on va se poser la question, quel texte garder, quel droit garantir, après les deux épisodes précédents, où on s'est demandé, faut-il garantir les droits, et existe-t-il un droit naturel? On s'est posé la question du droit naturel. Également, il y aura un épisode prochain, l'épisode 18, ce sera le dernier sur la garantie des droits, où on parlera de contrôle de constitutionnalité interne afin de garantir les droits, mais on l'évoquera la prochaine fois et on rappellera à cette occasion quelques points des épisodes précédents. Alors quel droit garantir, quel texte garder? C'est maintenant générique. Alors, pour évoquer cette question, il faut parler des textes, il faut parler des droits qui sont déjà garantis, et en fait il y en a une multitude. Il y en a vraiment une multitude, vous allez voir. Alors, juste avant, quelques différences entre quelques classifications des droits. Alors on a les droits créances et les droits liberté, ou qu'on appelle aussi liberté résistance. Les seconds, les droits liberté ou les libertés résistance, sont des limitations de l'État pour garantir les libertés individuelles, c'est l'État qui est limité. Tandis que les premiers sont des droits opposables, sont des droits créances qui sont opposables à l'État pour qu'il agisse afin d'assurer la sécurité et le niveau de vie. On y trouve notamment les droits sociaux, comme le droit à une éducation. Deuxième classification, les libertés individuelles et libertés collectives ou libertés publiques. Alors, on fait la distinction entre les libertés exercées en solitaire, les libertés individuelles, donc le droit à la vie, le droit de propriété, la liberté d'aller et venir, etc., etc., et celles qui nécessitent l'action d'autres personnes, les libertés collectives, les libertés publiques, comme la liberté de diffusion de la pensée. Pour diffuser sa pensée, il faut qu'il y ait un public, n'est-ce pas? Donc ça ne peut pas être exercé seul, en solitaire. Liberté d'association, pour s'associer, il faut plusieurs personnes, liberté de réunion, pareil, liberté de la presse, pareil, etc. Autre qualification, et il y en a certainement d'autres, c'est juste quelques classifications, les droits en tant qu'être humain, les droits en tant que membre de la société, et les droits en tant qu'agent économique. Alors j'ai pris quelques exemples pour chaque droit, les droits en tant qu'être humain, comme le droit à la vie privée, le droit à la sûreté, ou encore la protection de la santé. En tant que membre de la société, une liberté d'opinion, une liberté de la presse, les droits politiques également, qui peuvent faire partie des droits fondamentaux. En tant qu'agent économique, il y a le droit de grève, le droit d'obtenir un emploi, la liberté du commerce et de l'industrie. Évidemment, ce ne sont que des exemples, je n'ai pas mis tous les droits, toutes les libertés garanties par la Constitution de la Ve République. Et justement, parlons des textes principaux. J'en oublie certainement, je vais pas citer tout dans le détail, ce serait beaucoup trop long et pas forcément intéressant pour ce que j'ai à vous dire dans cet épisode, vous allez voir pourquoi. Donc les textes principaux garantissant les libertés et droits fondamentaux en France, donc dans la Ve République, actuellement. Alors il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a le préambule de la Constitution de la Ve République, donc la Constitution de 1958. Et c'est dans ce préambule qu'on retrouve d'ailleurs la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je viens d'évoquer. C'est aussi dans ce préambule qu'on trouve une référence au préambule de la Constitution de la Quatrième République de 1946, qui a aussi une valeur constitutionnelle en France actuellement, depuis que le Conseil constitutionnel a décidé qu'il allait contrôler la conformité de la loi au préambule de la Constitution. Dans le préambule de la Constitution de la Quatrième République, on retrouve les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les PFRLR, comme la liberté d'association. Et c'est le Conseil constitutionnel, principalement, qui a dégagé certains principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Avec des critères, bien sûr, qu'il donne, et que je vais pas vous donner ici, ce n'est pas un cours de droit constitutionnel, même si on évoque beaucoup de droits constitutionnels. Donc il y a par exemple la liberté d'association. Parce qu'il y a la loi de liberté d'association de 1901, qui n'a pas subi de variation en dehors du régime de Vichy. Et donc, comme elle n'a pas subi de variation depuis 1901, on considère que c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, par les lois de la Troisième République. Il y a aussi les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, les PPNT, qu'on retrouve directement dans le préambule de la Constitution de la Quatrième République, qui sont listés juste après, à l'intérieur du préambule de la Constitution de la Quatrième République.
On retrouve également la Charte de l'environnement de 2004 qui a été intégrée à la Constitution en 2005. Et d'une certaine manière, même si c'est pas au niveau constitutionnel, il y a aussi des textes internationaux, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a aussi des droits internationaux plus particuliers, qui viennent du droit européen. Là, c'est du droit du Conseil de l'Europe, c'est pas le droit de l'Union européenne, c'est le droit du Conseil de l'Europe, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, entrée en vigueur en 1953. Cette liste n'est pas exhaustive, notamment pour ce qui est des droits fondamentaux. On va discuter du caractère fondamental de ces droits juste après, au niveau international et au niveau européen, et certainement qu'au niveau de la Constitution française, au niveau du droit constitutionnel, j'en ai certainement oublié, même si je pense qu'on a largement les principaux. Si je les ai oubliés, c'est qu'ils sont vraiment mineurs, qu'ils sont beaucoup moins importants. Mais alors, qui doit choisir ce qui est fondamental? Parce qu'en effet, quand on se pose la question quel texte garder, quel droit garantir, on pose la question à qui? À moi? Qui devrait choisir ce qui est fondamental? C'est moi? En tant que personne? Moi tout seul? C'est vous? C'est le peuple en entier? C'est les politiques? Les élus? Qu'est-ce que c'est? Mais avant, revenons sur la question de la valeur, de la fondamentalité des droits et libertés non constitutionnels. C'est assez important. Au niveau du droit international, il y a une protection constitutionnelle de la supralégislativité, c'est-à-dire de la supériorité à la loi du droit international, en tout cas du droit international signé et ratifié par la France, bien sûr. Mais il n'y a pas de valeur constitutionnelle, donc il n'y a pas la protection qui va avec. Il y a la protection de la Constitution, qui garantit la supralégislativité des traités internationaux, mais il n'y a pas de protection particulière liée au fait que ce soit dans la Constitution, puisque ce n'est pas dans la Constitution, c'est en quelque sorte juste en dessous, entre la loi et la Constitution. Je vous invite à aller voir l'épisode sur la hiérarchie des normes, bien entendu, pour plus de détails, pour mieux comprendre et pour avoir une illustration, principalement. Alors au niveau du droit européen, c'est en quelque sorte un droit international particulier, notamment le droit de l'Union européenne. Et donc on retrouve la même chose, une protection constitutionnelle de la supralégislativité, mais pas de valeur constitutionnelle, donc pas la protection qui va avec. Par contre, il y a une protection en quelque sorte, qu'on ne trouve pas dans le droit international, c'est la protection accordée par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour EDH, et, c'est comme ça qu'on peut l'abrévier, et la Cour de justice de l'Union européenne, ancienne Cour de justice des communautés européennes, donc CJCE, qui est devenue CJUE depuis qu'on est passé à l'Union européenne et qu'on n'est plus dans les communautés. Alors voici une illustration de la Cour européenne des droits de l'homme. Je rentre pas dans les détails de ce que peut faire la Cour européenne des droits de l'homme, elle peut, par exemple, pointer du doigt un État, faire un rapport dessus sur quelque chose qui ne va pas dans un État, ce qui peut avoir des répercussions au sein du Conseil de l'Europe, ce qui peut avoir des conséquences pour la diplomatie de cet État, qui est montré du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme, comme ne respectant pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sinon on a aussi la Cour de justice de l'Union européenne, avec l'emblème à gauche, et des bâtiments emblématiques de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, je pense que je vais toujours abrévier par CJUE parce que c'est plus court, hein, c'est plus simple à dire. Et donc cette cour-là a d'autres pouvoirs, et des pouvoirs un peu plus contraignants au sein de l'Union européenne, pour que le droit européen soit respecté, donc certaines valeurs fondamentales, et notamment ce qu'il y a dans les traités, ou ce qui sera peut-être un jour dans les traités, comme on évoque la possibilité que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, donc qui a de juridiction propre avec la Cour EDH, que je viens d'évoquer, cette convention de sauvegarde pourrait être garantie également dans le droit européen, dans le droit de l'Union européenne, et pas dans le droit du Conseil de l'Europe. Ce sont deux institutions différentes. Et donc si ça rentre dans le cadre de l'Union européenne, la CJUE pourra certainement garantir ces droits. Sinon au niveau de la loi, y a-t-il des droits fondamentaux? Il y a des droits qu'on pourrait dire qui sont importants, on pourrait les qualifier de fondamentaux, mais ce serait un peu abusif, car la loi, elle peut changer assez facilement. Il n'y a pas de protection particulière, donc on peut pas réellement parler de droit fondamental. Et pour ce qu'on évoque dans ces épisodes sur la garantie des droits, eh bien on évoque le droit fondamental au niveau constitutionnel, c'est-à-dire au niveau le plus fondamental possible, au niveau le plus sûr, le plus central, au plus proche de la souveraineté de l'État, au plus proche de l'expression la plus pure de la souveraineté, de la volonté du souverain. Donc c'est-à-dire la Constitution. Alors je reprends la question, qui doit choisir ce qui est fondamental? Est-ce que c'est tout le peuple? Est-ce que c'est une fraction du peuple? Est-ce que c'est les constituants? Est-ce que ce sont les constituants? Est-ce que c'est le législateur? Est-ce que c'est le gouvernement? Le Conseil d'État?
le Conseil constitutionnel, comme par exemple ça a été le cas avec le Conseil constitutionnel qui a dégagé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, certes avec des critères qu'il a définis lui-même et qui sont quand même des critères restrictifs, des critères qu'il se donne et qui permettent de justifier pourquoi est-ce que tel droit fondamental est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, est un PFRLR, mais est-ce que le souverain l'a voulu ainsi, ou est-ce que la Constitution évoquait ça simplement de manière déclarative, sans qu'il y ait la volonté que le Conseil constitutionnel garantisse réellement ses droits? La question se pose. En tout cas, nous on va se poser la question ici, pas de la légitimité du Conseil constitutionnel d'avoir dégagé ces PFRLR, mais on va discuter de qui doit choisir ce qui est fondamental. Alors, pour rappel de l'épisode 15, il faut garantir les libertés et droits fondamentaux, pour éviter les abus de pouvoir du pouvoir en place, gouvernement comme législateur. Il ne faut pas de manipulation, il ne faut pas qu'il y ait d'abus de pouvoir, du pouvoir en place, donc du gouvernement, ou du législateur, ou de toute autre institution, comme l'armée, pourquoi pas comme les juges également, qui ne doivent pas contrevenir aux libertés et droits fondamentaux, qui ne doivent pas s'y opposer, qui ne doivent pas les violer, et également pour éviter la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une majorité qui impose sa volonté à une minorité. Ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite non plus, c'est pour ça qu'il y a les libertés et droits fondamentaux. C'est ce qu'on avait dit à l'épisode 15. Et donc, il faut une majorité qualifiée, pour moi il faut une majorité qualifiée du peuple majeur, bien entendu, qui valide la modification, la suppression, ou l'ajout d'un droit, d'une liberté fondamentale. Alors l'idée c'est que ce soit l'ensemble du peuple qui se donne les droits, qui donne les droits et libertés fondamentales, qui vont le restreindre lui-même. Mais alors pourquoi une majorité qualifiée, pourquoi pas une majorité simple? Pourquoi une majorité du peuple et non des suffrages exprimés? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des électeurs, et pas l'ensemble des votants. L'ensemble des électeurs, l'ensemble des citoyens, l'ensemble du peuple majeur, bien entendu. Et pourquoi une majorité qualifiée? Pourquoi pas juste 50% du peuple? Pourquoi 3/5, 2 tiers, 70%, 75% ou 80%? Ou même plus, ou d'autres chiffres, hein, peu importe. On peut discuter de ces chiffres. Pourquoi ça? Parce que il faut pas qu'il y ait une tyrannie de la majorité. Et donc, imposer qu'il y ait une majorité plus large que la majorité simple, d'autant plus une majorité plus large que la majorité simple du peuple, c'est mieux pour éviter la tyrannie de la majorité. On ne peut pas rêver à l'unanimité. C'est impensable. Il y aura toujours des personnes qui vont voter contre une proposition de modification, de suppression ou d'ajout d'un droit, d'une liberté fondamentale. Mais alors, quel nombre avoir? Quelle majorité qualifiée du peuple faut-il? 3/5, 3/5 ça fait à peu près 60%, 2 tiers, 66%, 0,6, vous connaissez, hein, c'est 2 tiers, 70%, 75%, 80%. Moi je me dis, mais on pourrait en discuter, bien évidemment ce n'est pas figé, ce n'est pas moi qui décide, et sans doute que c'est un peu trop élevé, mais je dirais que 75%, c'est un bon chiffre. Alors maintenant qu'on a vu qui devait choisir ce qui est fondamental, quelle procédure pour choisir? Eh oui. Et également, pour les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, mais il y a aussi la question des principes objectifs politiques qui ne concernent pas vraiment des droits pour les individus, comme d'une certaine manière la laïcité, la libre détermination des peuples, la décentralisation, l'indivisibilité de l'État, une bonne partie de la charte de l'environnement, etc. Eh bien, s'ils sont inscrits en tant que libertés et droits fondamentaux, alors il faut les considérer comme tels. C'est le souverain, même si c'est la nation qui est souveraine, je le rappelle, c'est ce que j'avais dit, c'est la nation qui est souveraine. Je l'ai dit à l'épisode, je sais plus, 4, 5, enfin vous pouvez rechercher dans la playlist si vous voulez, mais j'avais dit à l'épisode sur la souveraineté que pour moi la souveraineté n'est pas populaire, elle est nationale. Donc c'est la nation qui est souveraine, mais comme c'est le peuple et les individus au sein du peuple qui sont impactés, qui se protègent de la tyrannie de la majorité, qui se protègent des abus de pouvoir, il faut que ce soit le peuple qui décide de ce qui est fondamental. Et il peut décider tout à fait que la laïcité est fondamentale, que la décentralisation est fondamentale. Pourquoi pas? Mais s'il ne le classe pas dans une partie sur les droits et libertés fondamentaux, eh bien il faudra les considérer comme le reste de la Constitution. Pourquoi pas imaginer, dans une Constitution,
une partie, ou un titre, comme on le dit souvent dans les constitutions, un titre entier sur les libertés et droits fondamentaux. Et que dedans on puisse y mettre sans aucun problème la libre détermination des peuples, ou l'indivisibilité de l'État, mais qu'on puisse aussi les mettre également ailleurs, pas dans cette partie-là. Eh bien, s'ils sont dans la partie, dans le titre liberté et droits fondamentaux, alors il faut les considérer comme tels. Mais s'ils sont en dehors de ce titre, il faudra les considérer comme le reste de la Constitution. Autre question qui va un peu avec celle-là, la question des principes et objectifs politiques qui juste inspirent l'action des gouvernants, inspirent l'action de l'État. Comme par exemple, à l'article 1er de la Constitution de 1958, la Constitution actuelle. Il est marqué que la France est une république, d'autre chose, mais la République est une république sociale. La France est une république sociale. C'est un objectif, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut dire que c'est peut-être juste une référence aux droits sociaux qui sont dans le préambule de la Constitution de 1946, donc de la 4ème République. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il faut du coup que ce soit garanti, cette référence à une république sociale? Autre exemple, à l'article 9 de la Charte de l'environnement de 2004, il est marqué que la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. Ça ressemble à un objectif politique qui inspire juste l'action. Est-ce qu'il doit être garanti? La question se pose. Comment le garantir? C'est tellement vague. À quel point? Est-ce que 1 euro dans une recherche pour préserver et mettre en valeur l'environnement, est-ce qu'1 euro de l'État dans une recherche suffit? Quelle valeur? Dans quelle recherche? Etc. Ce genre de questions. Comment peut-on garantir un tel principe? Un tel objectif politique, on pourrait dire. C'est une question qui se pose. Mais, sinon, s'ils sont dans la partie liberté et droits fondamentaux, il faut les considérer comme tels. C'est la même chose que pour les principes et objectifs politiques qui ne concernent pas vraiment des droits pour les individus que j'ai cités juste avant. C'est la même réponse. Sauf que, et on verra juste après, il y a une limite à cela, je vais l'évoquer très bientôt. Alors, donc quelle procédure pour choisir les libertés et les droits fondamentaux? On y vient enfin au titre, à la question de cette partie, de cette dernière partie de l'épisode avant la conclusion. Et pour l'initiative, je ne vais pas en parler maintenant, car pour moi ça doit être la même chose que pour toute révision constitutionnelle. Même chose que pour toute révision constitutionnelle. Et on le verra dans l'épisode, dans les épisodes consacrés à la révision constitutionnelle, qui sera, je crois, vers la fin de la série, donc vous avez le temps de voir venir. Donc la question de la procédure, l'initiative, c'est important, mais ça doit être la même chose que pour la révision constitutionnelle, donc on le verra en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Alors aussi, il faut le suffrage universel. Et oui, c'est tout le peuple, enfin 75% du peuple qui doit dire oui en tout cas, aux modifications. Ça doit être direct, ils ne doivent pas élire quelqu'un qui va voter à leur place, enfin plusieurs élus qui voteront à leur place. Ça doit être individuel, puisque c'est les droits fondamentaux qui sont individuels. Ils sont là pour garantir la liberté de l'individu, principalement. On a déjà vu ça dans les épisodes précédents. Ça doit être égal, bien sûr, chacun a la même voix, et secret, pour évidemment que ce ne soit pas influencé par les autres, donc c'est principalement, pour le secret, c'est l'isoloir qui a été mis en place, et qu'on peut garder tout à fait. Alors sinon j'ai dit la majorité qualifiée de 75%, ou autre, on peut en discuter, peut-être moins parce que c'est déjà très compliqué, s'il y a de l'abstention, c'est d'autant plus compliqué. Donc majorité qualifiée de 75% du peuple majeur, pour toute modification dont l'ajout et le retrait. Ensuite vient la question des conditions de recevabilité des propositions. Est-ce qu'il doit y en avoir? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une obligation du caractère général et impersonnel, du caractère protecteur, bénéfique pour la situation personnelle de l'individu? Et pour qui? Tous les Français, tous les étrangers? Tous les étrangers sur le sol français? Et les objectifs qui inspirent? Est-ce qu'il faut que ce soit précis et applicable? Est-ce qu'il faut mettre une limite du nombre d'articles soumis à un référendum pour permettre le débat? 5, 10, 20, 30? Ou autre? Sauf peut-être, pour la première fois, par exemple, si on met en place une constitution proche de celle de ma vision constitutionnelle dans cette série, est-ce qu'il ne faudrait pas que la première fois, il y ait la possibilité d'adopter plein d'articles? Puisqu'évidemment, on repart un peu depuis le début, puisqu'on fait une nouvelle constitution.
Alors j'ai répondu à toutes ces questions rapidement. Est-ce qu'il faut des conditions de recevabilité des propositions? Alors pour moi c'est oui, il en faut. Comme par exemple l'obligation du caractère général et impersonnel. L'obligation du caractère protecteur, bénéfique pour la situation personnelle de l'individu. Oui, il faut ces obligations-là. Pourquoi le caractère général et impersonnel? Pour éviter qu'il y ait, par exemple, un peuple entier qui décide que telle personne, que tel groupe soit mis au ban, soit contraint plus que les autres, ou des choses négatives pour lui, ou même qu'un groupe en particulier décide de s'accorder des avantages, ou à une personne, que le peuple décide qu'une seule personne aura des avantages. Et pourquoi un caractère protecteur et bénéfique pour la situation personnelle de l'individu? Car ce sont des droits et libertés fondamentaux qui sont garantis. On ne peut pas garantir, ça n'a pas de sens, on ne peut pas garantir quelque chose de négatif. Ce sont des protections de l'individu. Et alors pour qui? Eh bien pour tous les Français. Ou tous les Français et tous les étrangers sur le sol français. Ça ne peut pas être tous les étrangers, car ça voudrait dire que le droit français, ces droits fondamentaux s'appliqueraient à l'extérieur du territoire de la France, à l'ensemble de la planète. Or, ça doit s'appliquer aux Français, donc soit aux personnes, aux citoyens français, aux personnes déclarées comme étant françaises, ou aussi aux étrangers présents sur le sol français. Et moi je suis plutôt partisan de la deuxième option, à savoir tous les Français et tous les étrangers sur le sol français. Mais peut-être que sur certains droits, par exemple des droits politiques, ça ne pourrait être que pour tous les Français, ce qui serait normal. Ensuite, la question des objectifs qui inspirent. Mais les objectifs qui inspirent, les libertés et droits fondamentaux qui ne sont pas assez précis, c'est la limite à ce que j'ai dit précédemment sur les objectifs qui inspirent, ou les principes qui inspirent l'action de l'État, l'action du gouvernement. Eh bien, s'ils ne sont pas assez précis pour que le juge les fasse appliquer, alors ils seront quand même des droits fondamentaux s'ils sont dans la catégorie droits et libertés fondamentaux. Mais ils seront inévitablement non garantis. Si le juge ne peut pas les appliquer parce que ce n'est pas assez précis, il ne les appliquera pas. Car le juge ne peut pas faire la loi. Il doit interpréter des textes, et si c'est pas assez précis, s'il ne peut pas l'interpréter correctement, et que le peuple ne décide pas de rendre ça plus précis, alors il ne peut pas l'appliquer. Alors, on pourra dire que ce sont des droits fondamentaux, mais ils ne seront pas réellement fondamentaux, puisqu'ils ne pourront pas être garantis par le juge. Également pour le nombre d'articles soumis à un référendum pour permettre le débat, je pense que c'est une bonne idée, car s'il y a 30 articles, 40 articles, 50 articles, qui sont mis en débat pour un référendum, on ne pourra pas en débattre calmement, on ne pourra pas débattre de chacun, et le peuple, les électeurs ne pourront pas se faire un avis sur chacun des articles. Ils devront voter, par exemple, selon ce que leur dit leur parti, ce qu'en dit une personne en qui ils ont confiance. Ou ne pourront s'intéresser, ne voudront voter que pour certains des articles. Ou n'iront même pas voter parce que de toute façon ils n'ont pas du tout le temps de s'intéresser à autant de débats. Donc est-ce qu'il faut 10, est-ce qu'il faut 20, quelle limite on place? Moi je pense plutôt à 10, pas à 5, c'est peut-être un peu bas. À 10 articles, soit un article qui modifie, soit un article qui ajoute, soit un article qui fait le retrait d'un droit ou d'une liberté fondamentale. Que 10 à la fois. C'est déjà beaucoup de débats. Sauf bien sûr, pour la première fois, où je pense, en effet, que si on met en place une nouvelle constitution, il faut qu'évidemment au début on puisse aller vite, il ne faut pas qu'on fasse 40 référendums pour établir tous les principes de droits fondamentaux, car déjà ça pose un problème de sécurité des individus qui ne seront plus protégés par les droits et libertés fondamentaux pendant ce temps-là. À moins que l'on décide que les anciens droits s'appliquent toujours tant qu'ils ne sont pas retirés par le peuple. Mais je pense plutôt que le peuple devrait valider l'ajout de tout droit fondamental, de toute liberté fondamentale à une nouvelle constitution. Et que tous les anciens sont mis de côté, ils s'appliquent toujours, mais le peuple doit inscrire positivement l'existence, donc avoir 75% qui veut l'ajout, qui veut que ce soit dans la constitution, et pas 75% qui veut le retirer ou non. C'est-à-dire pas 25% qui pourrait bloquer le retrait, mais 75% qui doit valider l'existence dans la nouvelle constitution de ces droits et de ces libertés fondamentales. Droits fondamentaux et libertés fondamentales. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, parce que je suis peut-être pas clair, c'est possible, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. On va passer à la conclusion de cet épisode. Donc on va reprendre rapidement ce que j'ai évoqué, les droits créances et les droits libertés.
la distinction, la liberté individuelle et la liberté collective, ou liberté publique, les droits en tant qu'être humain, les droits en tant que membre de la société, les droits en tant qu'agent économique. On évoquait également les textes principaux de garantie des droits de la Ve République, donc dans la Constitution de 1958, qui a bien sûr été révisée à plusieurs reprises depuis. Là, on a vu ce qu'on pourrait appeler la procédure de révision fondamentale. Procédure de révision de la Constitution au niveau des droits et libertés fondamentales. À savoir la nécessité d'une majorité qualifiée du peuple majeur, donc 75%, peut-être moins, peut-être plus, certainement moins, mais ça se discute. La même initiative que pour une révision constitutionnelle, donc on verra ça le moment venu. Le suffrage universel direct, individuel, égal et secret, et des conditions de recevabilité, à savoir le caractère général impersonnel, et le caractère protecteur ou bénéfique pour la situation personnelle de l'individu, et ça pour tous les Français, ou tous les Français, tous les étrangers sur le sol français, avec une limite du nombre d'articles pouvant subir une modification, certainement 10, je pense plus pour 10, on peut discuter évidemment 20, 5, 12, 30, sauf pour la première fois, lorsqu'on établit une nouvelle constitution. Alors vous voyez, est-ce qu'on a répondu à la question, quel texte garder, quel droit garantir? Eh bien oui, car pour moi c'est au peuple de décider. C'est au peuple de décider, même si la souveraineté nationale, la nation délègue sur le plan des libertés et droits fondamentaux sa souveraineté au peuple qui décide. Au peuple qui décide à la majorité qualifiée du peuple majeur. Majorité de 60, de 75%, de 80%, de 90%. On peut choisir, je pense plus pour 75%, j'ai déjà dit plein de fois. Et pour les droits fondamentaux issus de traités internationaux et européens, eh bien ça relève du droit international, du droit européen et des procédures qui y sont associées pour les choisir. Ça ne relève pas de la Constitution. Plutôt, ça ne relève pas de la révision constitutionnelle et de la procédure de révision fondamentale que j'évoque juste ici. Le terme est peut-être pas très bien choisi, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, c'est moi qui viens de l'inventer, c'est pas très compliqué à inventer une procédure de révision, mais j'ai mis fondamentale par rapport à un droit fondamental, à liberté fondamentale. Voilà, vous avez compris donc. Pourquoi est-ce que je réponds pas à quel texte garder, quel droit garantir? Pourquoi est-ce que j'y réponds pas? En disant oui, il faut la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, non, il faut pas la charte de l'environnement, ou oui, il faut la charte de l'environnement, et non, il faut la DDHC. Pourquoi j'ai pas décidé? Parce que pour moi, c'est pas à moi de décider, c'est pas à des constituants de décider, à des élus de décider en tout cas, c'est au peuple lui-même de décider, par une procédure comme celle-ci, avec une majorité qualifiée du peuple majeur, etc., les conditions que j'ai marquées. Mais alors, comment s'assurer du respect de ses droits, et du respect également des conditions de recevabilité? Eh bien c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, mais vous l'avez déjà compris, je l'ai déjà évoqué d'une certaine manière, et je peux en quelque sorte y répondre maintenant, c'est par un juge. C'est le juge, c'est l'état de droit, c'est le juge qui doit décider, c'est un juge spécial, le juge constitutionnel, certainement, ou un juge spécial pour les droits et libertés fondamentales. La question se pose, et on verra ça au prochain épisode, comment s'assurer du respect de ces droits. Le contrôle de constitutionnalité interne, c'est l'épisode prochain, c'est l'épisode 18. Merci d'avoir regardé cet épisode 17. La fois prochaine, du coup, ce que je viens de dire, et ce sera le dernier épisode sur la garantie des droits. Mais on reparlera en quelque sorte de ça, quand on va parler de l'initiative pour la révision constitutionnelle, qui s'appliquera donc ici également. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. C'était Alesquer, et à bientôt.